Bonjour et bienvenue dans cette 14e partie du cours de statistique. Nous allons ici tester deux moyennes. Cette capsule fait suite à la capsule qui traitait des tests d'hypothèse. Ici, ce sont des tests d'hypothèse particuliers que nous allons utiliser. Allez go, c'est parti. Donc, comme je viens de vous le rappeler, tout part d'un test d'hypothèse. On est toujours obligé d'utiliser ces tests si on veut extrapoler de l'échantillon à la population, et c'est précisément ce que nous allons faire ici. Vous savez que par rapport au test d'hypothèse, il y en a deux en fait. Il y a une hypothèse nulle, H0, et son alternative, H1. Et H0, généralement, traite une égalité. On affirme dans H0 une égalité entre les deux moyennes que nous allons comparer. Donc ça, c'est notre hypothèse de départ. Nous avons deux moyennes et nous supposons qu'elles sont égales, ces moyennes. Évidemment, il y aura l'hypothèse alternative, H1. Soit vous faites un test bilatéral et dans ce cas-là, vous demandez que les moyennes soient différentes, soit vous faites un test unilatéral et dans ce cas-là, vous sélectionnez un signe. Soit mu1 est plus grand que mu2, soit mu1 est plus petit que mu2. Donc, nous allons envisager tous les cas ici. Ça va être relativement long, n'hésitez pas à faire des pauses. J'espère en tout cas que ce sera clair. J'ai conçu cette capsule dans ce but. Tous les cas. Et nous sommes ici face au premier cas. Nous avons deux moyennes à comparer, une moyenne d'échantillon et une moyenne de population. Alors, je vais illustrer ça sur un exemple pour que ce soit clair. Ma population, c'est quoi? C'est des pots de confiture. Voilà. Et ma variable par rapport à cette population, c'est tout simplement la mesure en grammes des masses de ces pots de confiture. Dans ma population, et je vous ai mis une magnifique petite image ici pour une usine de production de ces pots de confiture, il y a des normes à respecter. Si je suis le gérant d'une grande surface, j'ai des normes à respecter parce que je ne peux pas, évidemment, vendre des pots de confiture de 300 grammes à des clients et à d'autres clients aller jusqu'à 450 grammes et tout ça pour le même prix. Il y a donc des normes à respecter et les normes sont les suivantes. C'est comme ça, c'est fixé. Vos pots de confiture doivent en moyenne avoir une masse de 450 grammes et on ne doit pas s'en éloigner de trop. Évidemment, on ne peut pas tolérer qu'il y ait des pots à 420 grammes, d'autres à 470. Nous devons demander un écart type petit qui signale bien évidemment que certes, il y aura une disparité dans les masses, mais elle ne sera pas énorme. Vous pourrez avoir des pots de confiture à 449 grammes, oui, ou à 451, oui aussi, mais ce ne sera jamais très éloigné de la moyenne qui est de 450 grammes. Donc là, je demande, c'est ma norme, un écart type de 1 gramme. Et ça, c'est par rapport à ma population. La moyenne de population, elle est connue et elle se note mu0. Voilà maintenant l'échantillon qui intervient. Et pour ça, je vais sélectionner. Comment est-ce que je sélectionne? Je me remets dans la peau d'un gérant d'une grande surface. Donc, je sais que j'ai des normes à respecter pour pouvoir mettre mes pots de confiture en rayon. Et les normes, elles sont bien claires. Une moyenne de 450 grammes, un écart type de 1 gramme. Mais voilà qu'il y a un petit artisan, enfin pas si petit que ça parce qu'il produit quand même plusieurs pots, qui vient me trouver et qui dit écoutez, moi j'aimerais bien que vous sélectionnez mes pots de confiture pour les mettre dans votre rayon, comme ça ce sera un win-win. Moi je bénéficie d'une certaine visibilité et vous avez plus de produits à proposer. Alors pourquoi pas? Mais il faut que ça rentre dans les normes. Et voilà notre gérant de grande surface qui se dit « Je ne vais certainement pas m'amuser à commencer à mesurer la masse de tous les pots de confiture que cet artisan va m'amener et je vais sélectionner un échantillon. Et un échantillon de 10 pots. Et là, je vais mesurer leur masse. Et vous avez sous vos yeux émerveillés le résultat. Donc, premier pot 450 grammes, deuxième pot 448 grammes, troisième pot 451 grammes, etc. Cet échantillon est issu lui-même d'une population qui n'est pas la population caractérisée par la moyenne mu0.
La population caractérisée par la moyenne mu0, ce sont déjà les pots de confiture qui sont en grande surface. La deuxième population, c'est l'ensemble des pots de confiture proposés par l'artisan. Cette population-là a elle-même une moyenne que je note mu. Bon, il va falloir essayer de comparer mu à mu0. Et comme on ne connaît pas mu, il va falloir s'aider de la moyenne de l'échantillon qui est issu de la population caractérisée par la moyenne mu. Donc, pour ça, vous êtes habitué, je prends en compte mon échantillon, les 10 pots, et puis je calcule tout simplement la moyenne arithmétique ici de mes 10 pots, de mes 10 masses, et j'obtiens 448,9 grammes. Je calcule aussi l'écart type corrigé, vous êtes habitué aussi, et j'obtiens 1,66 grammes. Donc, vous voyez que cet échantillon, ma foi, par rapport aux normes imposées dans ma population grande surface, c'est pas très différent. Hein. J'ai une moyenne X bar de 449 si j'arrondis. Bon, par rapport à 450, on n'est pas loin. Et j'ai un écart type de 1,66 par rapport à 1. Ce n'est pas très éloigné non plus. Malgré tout, j'ai une différence. Et cette différence, c'est celle-là qui va m'intéresser. C'est la différence entre la moyenne d'échantillons, échantillon qui provient donc de l'artisan, et la moyenne des pots de confiture en grande surface. Puis-je insérer les pots de confiture de l'artisan dans ma grande surface? C'est ça la question. Il y a une différence que vous pouvez calculer immédiatement, évidemment. 450 moins 448,9, ça fait 1,1 g. On est proche de 0, mais on n'est pas à 0. Et justement, le test d'hypothèse va se dire, est-ce que le 1,1 g que vous constatez entre la moyenne de votre échantillon et la moyenne de la population de référence est suffisamment éloigné de 0 que pour que vous n'acceptiez pas la production de l'artisan? Ou au contraire, est-ce que c'est suffisamment proche de 0 pour que vous acceptiez la production de l'artisan? C'est vraiment ça en fait qui est en jeu. Est-ce que j'accepte oui ou non la production de l'artisan parce que je n'ai pas eu le temps de peser tous ces pots de confiture, j'en ai juste sélectionné 10. Et à partir de ces 10, je vais essayer d'extrapoler pour avoir une idée de la moyenne mu de cette population de pots de confiture liés à l'artisan. Et je vais alors dire, est-ce que je peux l'intégrer dans ma grande surface qui, elle, a des normes précises, ça doit être mu0, la moyenne. Est-ce que c'est suffisamment proche, oui ou non, pour l'insérer? Donc, j'installe mes deux hypothèses, test d'hypothèse, toujours deux hypothèses, et l'hypothèse nulle H0, c'est toujours une égalité. Donc, ici, l'égalité va stipuler que la moyenne des masses des pots de confiture produits par l'artisan est égale à la moyenne des pots de confiture qui sont déjà placés dans la grande surface. Ce qui signifie que là, je vais pouvoir accepter tout simplement la proposition de l'artisan et insérer mes pots de confiture de l'artisan dans ma grande surface. Si H0 est accepté, mais on sait que l'hypothèse nulle ne sera jamais acceptée. Hypothèse alternative, les deux moyennes sont différentes. Donc vous voyez que là, je fais un test bilatéral. Pourquoi? J'ai envie de dire parce que c'est une première option que je prends. Et donc là, je vais avoir une différence. La moyenne des masses des pots de confiture de l'artisan ne va pas être égale à 450 grammes. Est-ce que ça va être l'une? Est-ce que ça va être l'autre? Nous allons voir. Je reprends donc ici ma population à grande surface avec les normes à respecter. Je reprends ce que j'ai calculé à propos de mon échantillon. Et maintenant, comment vais-je décider? Quel est le test qui va me permettre de décider si oui ou non j'intègre les pots de confiture de l'artisan dans ma grande surface? Eh bien, il faudra calculer un nombre qu'on note T et qui est défini comme ceci. C'est tout simplement la différence entre votre moyenne d'échantillon, qui est la seule chose que vous connaissiez puisque vous ne connaissez pas la moyenne mu.
Évidemment, si on connaissait la moyenne mu, il n'y aurait pas besoin de test. Hein. On saurait tout de suite si mu est égal à mu0 ou mu est différent de mu0. Mais on ne connaît pas mu. Donc, on est obligé de faire un test pour pouvoir extrapoler en disant que je ne connais pas mu, mais je connais par contre x bar, c'est-à-dire la moyenne des masses des 10 pots qui ont été sélectionnés au hasard. Et puis, je connais également la moyenne de ma population norme, je vais dire, dans la grande surface. Bon. Et je fais tout simplement la différence entre ces deux moyennes-là. Et puis, je vais devoir diviser par un écart type. Alors, pourquoi je fais ça? Eh bien, rappelez-vous tout simplement le théorème ici. Si vous avez une loi normale qui est caractérisée par une moyenne mu et un écart type sigma, alors vous pouvez vous placer dans le contexte d'une loi normale centrée réduite, c'est-à-dire avec une moyenne qui est égale à 0 et un écart type qui vaut 1, à condition d'enlever à votre variable la moyenne mu et puis de diviser par l'écart type. Donc ici, quelle est ma variable en tant que telle? J'étudie la moyenne. Ce qui m'intéresse, c'est la moyenne associée à la population dont est issu l'échantillon. Donc, ce qui veut dire que ici, je remplace grand X par x bar, la moyenne de l'échantillon, moins quoi? Moins la moyenne par rapport à laquelle je veux comparer, c'est-à-dire mu0. Et puis ici, je suis en train de jouer avec des moyennes. Je ne fais que ça. Regardez le numérateur, moyenne d'échantillon, moyenne de population. Et là, je sais que la distribution des moyennes, pour autant que j'ai un échantillon suffisamment grand, suit une loi normale et en tout cas, j'ai pu calculer l'écart type de cette distribution des moyennes. Parce que regardez le théorème, je dois diviser par l'écart type de la distribution. Et ici, je vous renvoie à la capsule si ça n'est pas clair pour vous, mais l'écart type de la distribution des moyennes, c'est grosso modo, on sait qu'on a fait une petite approximation, mais approximation qui est absolument valable dès que vous avez un échantillon suffisamment grand. Et donc ici, l'écart type de la distribution des moyennes, c'est la division de l'écart type corrigé de l'échantillon par la racine carrée de la taille de l'échantillon. Et c'est pour ça que vous allez devoir calculer ce nombre-là, qui donc ne dépend que de l'échantillon, avec x bar, SC et n, et de la moyenne mu0 qui est connue. Donc tout est connu, je peux calculer ça. Et c'est évidemment un test bilatéral, vous l'avez compris. Ici, je remplace tout simplement. X bar c'est 448,9, mu0 c'est 450, SC c'est 1,66 en arrondissant, et N c'est 10 puisque j'ai sélectionné 10 pots de confiture. Petite calculatrice et vous obtenez un résultat total de 2,09. Bon, c'est très bien, mais qu'est-ce que je fais avec ce 2,09 là? Eh bien, je vais devoir le comparer. Comparer à quoi? Comparer ce 2,09, qui est donc la valeur numérique de t, à un autre t qui, lui, est théorique. Donc, vous avez deux t ici dans l'histoire. Vous avez un t qui est lié à l'échantillon, on vient de le calculer, et vous avez un t théorique qu'il va falloir aller chercher dans une table. Et ce t théorique-là, pourquoi est-ce qu'on note t? Eh bien, tout simplement pour faire appel à la loi et à la table de Student. Et oui, c'est elle. Donc, je vous rappelle que la table de Student, la loi de Student, c'est une loi normale, grosso modo, on va dire ça, c'est-à-dire une courbe en cloche, parfaitement symétrique. Les grandes valeurs sont les plus probables, les plus petites valeurs sont les moins probables. Et simplement, la différence entre loi normale et loi de Student, c'est le nombre de données que vous avez au départ. Donc, si vous avez minimum 30 données, c'est une loi normale. Si vous en avez moins de 30, c'est une loi de Student. Ce qui est le cas ici, je n'ai que 10 données. Dans mon échantillon, il y a eu 10 pots de confiture. Donc, 10 données, je suis obligée d'aller dans la loi de Student. Alors, la loi de Student, elle se caractérise par deux paramètres ici. Le premier, c'est le nombre de degrés de liberté qui est toujours fixé à la taille de votre échantillon, moins 1. Ici, ce sera 9, soyons clairs. Et puis le deuxième paramètre, vous voyez, là c'est alpha demi, lui fait référence à la
probabilité, alpha, est la probabilité d'avoir une erreur de première espèce. Je vous renvoie ici à la capsule précédente pour si vous avez oublié ce que c'est ce alpha, cette probabilité d'avoir une erreur de première espèce. Donc ça veut dire que vous constatez un effet qui dans la réalité n'existe pas. Bon, alpha en général est fixé à 5% par défaut et en tout cas, quand vous allez comparer ce 2,09 au t de la table, ce que nous allons faire immédiatement, vous aurez deux possibilités, soit c'est supérieur, soit c'est inférieur. Si c'est supérieur, vous rejetez l'hypothèse nulle. Si c'est inférieur, vous n'avez tout simplement pas de conclusion. On le sait, revoyez la capsule dédiée au test d'hypothèse. Soit on rejette H0, soit on n'a pas de conclusion à notre portée. Alors ce Tn-1 alpha demi là, voilà, il se trouve dans les tables. Puisque je suis en train de considérer un test bilatéral, je prends la table correspondante. Je prends donc alpha qui vaut 5%. Vous le voyez ici, ça a été encadré en vert. Je prends alpha qui vaut 5%. Et à quelle ligne vais-je me référer? Tout simplement, les lignes, là, c'est le nombre de degrés de liberté, c'est-à-dire la taille de l'échantillon moins 1. Ici, j'avais 10 données, moins 1, ça fait 9. Donc, je croise la ligne 9 avec la colonne entourée en vert et j'obtiens un résultat de 2,262. Donc, je dois comparer 2,091 à 2,262. Manifestement, c'est inférieur. Et donc, je n'ai pas de conclusion, en fait. Je ne sais pas, pour le moment, si je dois accepter la production de l'artisan ou non. Peut-être oui, mais peut-être que non, non plus. Je n'ai aucune conclusion à tirer. Quand même, avant d'aller plus loin dans cet exemple-là, je vous montre à quoi ça correspond graphiquement. Donc, vous voyez, j'ai ouvert un fichier GeoGebra, j'ai demandé une loi de student. Pourquoi? Donc, parce que échantillon de taille inférieure à 30, c'est toujours student que vous devez faire apparaître. J'ai installé le nombre de degrés de liberté, à savoir 9, et je lui ai demandé d'avoir 95% de certitude, c'est-à-dire une probabilité de faire une erreur de première espèce à 5%. Et puis là, vous voyez que ça a été me chercher deux nombres, à savoir moins 2,26 et plus 2,26. Là, ce sont les frontières entre la partie qui est coloriée en vert et les deux parties qui sont toujours restées blanches. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si je suis supérieur ou inférieur à ça, en valeur absolue, pourquoi? Pour avoir les deux, en fait, les deux parties blanches ici que vous voyez. Si vous enlevez la valeur absolue, vous gardez le signe positif et là, vous êtes dans la partie à droite. Si vous enlevez la valeur absolue, mais avec un nombre négatif entre les barres de valeur absolue, vous devez changer les signes et donc vous êtes dans le côté négatif, c'est-à-dire la partie à gauche. Donc, ce qui veut dire ceci, en fait, c'est que votre T, là, que vous avez calculé, ça dépend où il est par rapport aux deux nombres qui émergent de cette loi de student à 9 degrés de liberté, c'est-à-dire moins 2,26 ou plus 2,26. Où êtes-vous avec votre T? Bien, ici, avec 2,09, je suis à l'intérieur de la partie verte. Donc, pas de conclusion. Il aurait fallu avoir une conclusion avec un T qui soit supérieur à 2,26. Dans ce cas-là, j'étais dans la partie blanche à droite. Ou avec un T inférieur à moins 2,26. Et dans ce cas-là, j'étais dans la partie blanche à gauche. Et ces deux parties rejettent l'hypothèse H0. Pourquoi? Parce que nous travaillons toujours sous l'hypothèse que H0, l'hypothèse H0 est vraie. Or, quelle est la probabilité d'avoir H0 ici? Regardez, on ne monte pas bien haut. En fait, on considère qu'on monte tellement peu haut qu'on doit rejeter cette hypothèse nulle. Par contre, entre moins 2,26 et plus 2,26, manifestement, j'ai des probabilités qui sont bien supérieures. Et là, je ne peux pas accepter H0 parce qu'on n'accepte jamais H0
je ne peux que dire il n'y a aucune conclusion possible. Donc, malheureusement, avec mon test bilatéral, c'est ce qui se passe. Et vous voyez que le côté bilatéral ici se marque par les deux parties blanches. Hein, c'est ça que ça veut dire. Une partie à gauche et une partie à droite. Ben, ça, c'est un test bilatéral. Et malheureusement, avec celui-là, il n'y a aucune conclusion possible. Je vais donc aller vers l'utilisation ici d'un test unilatéral. Donc, je reprends exactement les mêmes données. Hein, donc, une population caractérisée par une moyenne mu0 et un écart type qui sont connus et imposés par les normes. Là, je suis au niveau de ma grande surface. L'artisan vient, je sélectionne 10 de ces pots, je calcule la moyenne arithmétique de la masse de ces 10 pots, j'obtiens 448,9. Il y a donc une différence entre la norme et ce que je viens de peser de 1,1 g. Et j'utilise toujours mon petit théorème ici. Hein, donc, c'est-à-dire que je prends ma variable concernée, c'est-à-dire la moyenne ici, donc la moyenne arithmétique moins la moyenne de la population aux normes, et puis je divise par l'écart type de la distribution des moyennes. Donc, je voulais rappeler écart type corrigé de l'échantillon divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon. Et puis, je recalcule. Vous allez me dire, oui, elle fait exactement la même chose. Eh ben non, parce que regardez ici, la grosse différence, c'est que je n'ai pas de barre de valeur absolue. C'est même la seule différence ici par rapport à la définition de T. Parce que les barres de valeur absolue, vous en voyez à droite et à gauche. Ici, non, je veux aller d'un seul côté. Donc, j'enlève les barres de valeur absolue, hein, pour avoir mon test unilatéral. À un seul côté, c'est un test unilatéral. Puis, je calcule ce que ça vaut. Donc, évidemment, je retombe sur le 2,09, mais avec un signe moins ici, puisqu'il n'y a plus de barre de valeur absolue pour m'enlever le signe moins. Et je dois comparer ça maintenant à quelque chose de différent. C'est toujours le T de l'échantillon, donc moins 2,09, à comparer à un T théorique qui est issu de la table. Mais cette fois-ci, attention, je suis, rappelez-vous le petit dessin que je vous ai montré précédemment, je suis dans le côté gauche, le côté négatif, et uniquement celui-là. C'est un test unilatéral, il y a une seule partie blanche en dessous de ma courbe en cloche, et elle se trouve à gauche. Donc là, je vais devoir comparer, aller chercher dans la table de student. Et de nouveau, si c'est inférieur, si mon T est inférieur au T théorique, je vais rejeter H0. Et si c'est supérieur, je n'aurai aucune conclusion. Regardez ce qui se passe. De nouveau, j'ai pris un fichier GeoGebra. Donc là, j'ai un petit peu coupé ma courbe en cloche à droite. Pourquoi? Parce qu'il ne se passe rien à droite. C'est un test unilatéral. Donc, vous avez une partie blanche uniquement à gauche. Et là, j'ai de nouveau demandé à GeoGebra, loi de student, 9 degrés de liberté. Ça n'a pas changé puisque j'ai toujours 10 pots de confiture. Et je demande d'avoir 95% de certitude, toujours pour fixer ma probabilité alpha comme étant égale à 5%. Mais cette fois-ci, je demande que les 95% soient non pas au milieu, mais complètement à droite. Donc, ça me laisse ici une petite partie à gauche qui est en blanc et qui sera délimitée par rapport à la partie verte par le point d'abscisse moins 1,83. Donc ici, ce sera moins 1,83. Où se trouve moins 2,091 par rapport à moins 1,83? Eh bien, manifestement, il se trouve dans la partie blanche ici. Donc, mon T de moins 2,09 est inférieur à mon moins 1,83, qui est la valeur théorique, vous le voyez bien, GeoGebra nous l'a confirmé. Je suis donc dans la partie blanche, c'est-à-dire la partie du rejet de l'hypothèse nulle. Les probabilités sont trop inférieures là. Et si je rejette H0, bonne nouvelle, ça veut dire que j'accepte H1. Et H1, c'était quoi? C'était qu'une moyenne était supérieure à une autre. Mauvaise nouvelle pour l'artisan, puisqu'il y a une différence ici en faveur de la population d'origine, donc les normes grande surface.
Ça veut dire qu'en fait, mon artisan m'a livré des pots de confiture dont la masse, alors certes, l'échantillon, la masse moyenne était inférieure à 450, mais mauvaise nouvelle pour lui, d'après mon test d'hypothèse, si j'extrapole à la population de tous les pots de confiture livrés par cet artisan, on me dit que malheureusement, test unilatéral à l'appui, la moyenne de ces pots de confiture livrés par l'artisan va fournir une masse qui est inférieure à 450 grammes également. Et donc là, je vais devoir refuser la livraison de ce pauvre artisan. En résumé, pour ce premier aspect, moyenne d'échantillon, moyenne de population. Il y a beaucoup de sous-cas, hein, je vous le dis, vraiment beaucoup. Donc nous sommes ici dans le premier cas et vous allez déjà avoir 6 sous-cas. Ça paraît assez lourd, mais par rapport à un énoncé qui vous serait soumis, vous allez forcément vous y retrouver. Donc la première chose que vous devez faire par rapport à l'énoncé qu'on vous soumet, c'est est-ce qu'on me propose de calculer une moyenne d'échantillon par rapport à une moyenne de population, comme c'était le cas à travers mes pots de confiture. Oui, je suis dans ce premier cas. Deuxième question que vous devez vous poser, combien y a-t-il de données dans mon échantillon? Soit vous en avez plus de 30, soit vous en avez moins de 30. Bon, dans le cas de mes pots de confiture, j'en avais moins de 30 et ça va venir à la dia suivante. Mais il se peut qu'on soit gentil avec vous et qu'on vous fournisse un échantillon de plus de 30 données. Dans ce cas-là, ce n'est pas la loi de Student qui va intervenir, mais c'est la loi normale, en bonne et due forme. Et du coup, on appelle le test d'hypothèse qui va permettre de tester les deux moyennes, on appelle ça un test Z. Donc en fait, ce n'est pas un nombre t que nous allons calculer, mais un nombre z. Mais à part ça, les définitions sont tout à fait identiques. Regardez, ce que nous devons calculer, c'est l'écart entre la moyenne arithmétique de l'échantillon et la moyenne connue de la population de référence, divisé par l'écart type de la distribution des moyennes, à savoir l'écart type corrigé de l'échantillon, lui-même divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon. Si c'est un test bilatéral, vous devez prendre ça en valeur absolue. Si c'est un test unilatéral, vous devez ne pas prendre les valeurs absolues. Et donc, le test bilatéral dira simplement, par rapport à l'hypothèse nulle qui est mu est égal à mu0, le test bilatéral vous dira, en hypothèse alternative, les deux moyennes sont différentes. Le test unilatéral vous dira, soit mu est supérieur à mu0. Par rapport à mon exemple, ça signifierait que les pots de confiture qui ont été fournis par l'artisan ont une masse moyenne supérieure à ce que la norme attend. Ou bien alors, mu est inférieur à mu0. C'était notre cas, clairement. Avec le test d'hypothèse, nous avons malheureusement mis en évidence que la masse moyenne des pots de confiture fournis par l'artisan était inférieure à la norme mu0. Et en tout cas, donc vous devez calculer ce nombre z, donc x bar moins mu0 divisé par sc sous racine carrée de n, alors éventuellement valeur absolue ou pas, et comparer ça à un nombre z issu de la table de la loi normale cette fois-ci. Loi normale parce que plus de 30 données. Donc si vous travaillez avec une probabilité alpha de 5%, vous allez chercher le nombre 1,96. Mon Dieu, comme c'est étonnant. Le 1,96 qui est intervenu je ne sais pas combien de fois et notamment dans le calcul des intervalles de confiance. 1,96 et moins 1,96, ce sont les deux points que vous voyez là qui marquent la différence, la frontière entre la partie verte où vous n'avez aucune conclusion et les deux parties blanches où vous pouvez avoir l'acceptation de H1. Et puis pour les tests unilatéraux, soit vous avez de toute façon une seule partie blanche, soit elle est à droite, soit elle est à gauche. Ça dépend ce que vous voulez tester comme hypothèse alternative. Et en tout cas, la frontière entre la partie verte et la partie blanche se situe toujours en valeur absolue à 1,64. Plus 1,64 dans le cas où la partie blanche est à droite, moins 1,64 dans le cas où la partie blanche est à gauche. Et puis si vous avez moins de 30 données, c'est ce que nous venons de faire,
Vous devez exactement calculer le même nombre, je vais dire simplement, au lieu de s'appeler Z, il s'appelle T. Et du coup, le test s'appelle le test T aussi. Et là, ce n'est pas la table de la loi normale que vous devez regarder, mais la table de student. Donc, avec un nombre de degrés de liberté qui sera égal à la taille de votre échantillon, moins 1. Ce qui, pour 10 données, vous donnera 2,262, comme on vient de le voir avec l'histoire des pots de confiture, ou 1,83, comme nous venons de le confirmer aussi avec les tests unilatéraux que nous avons faits pour les pots de confiture. Attention, il y a une condition supplémentaire pour appliquer ce test T. Regardez bien là, dans le titre. L'échantillon doit être issu d'une population qui suit la loi normale. Est-ce vrai, n'est-ce pas vrai? De nouveau, selon le sujet, vous avez déjà une petite idée, mais vous aurez confirmation ou infirmation à travers un test de Shapiro-Wilk. Moi, je n'ai pas chipoté, j'ai pris mes 10 masses de confiture par rapport à l'échantillon là de l'artisan, et puis j'ai appliqué un test de Shapiro-Wilk, évidemment, qui a résulté ici d'une application du logiciel RStudio. Et puis vous voyez que j'ai obtenu une p-value de, en arrondissant, 65%. Donc c'est manifestement très supérieur aux 5% requis pour estimer que nous avons bien affaire à un échantillon qui est issu d'une population qui suit la loi normale. Donc je suis dans les conditions pour appliquer ce test T. Alors maintenant, si vous jouez vraiment de malchance, que vous avez un échantillon de moins de 30 données qui n'est pas issu d'une population qui suit la loi normale, eh bien vous êtes dans la mouise. Donc soit vous avez plus de 30 données et c'est la loi normale, le test Z, soit vous avez moins de 30 données et une loi normale, c'est la loi de student et le test T. Et dans le troisième cas de figure, moins de 30 données et pas de loi normale, que pouvez-vous faire? Eh bien, appliquer un troisième test, mais que je ne vois pas ici parce que je n'en ai pas le temps, qui s'appelle le test de Wilcoxon. Ouvrez RStudio, ouvrez RCommander qui va faire ça pour vous automatiquement et sélectionnez un test de Wilcoxon si malheureusement pour vous, vous ne satisfaisez pas avec vos moins de 30 données une loi normale par rapport à la population dont est issu votre échantillon. Deuxième cas de figure. Le premier cas, j'étais en train de comparer une moyenne d'échantillons et une moyenne de population. Maintenant, je suis en train de comparer deux moyennes d'échantillons. Donc, il n'est plus question de population de référence ici. Et c'est le fameux exemple que j'avais pris pour illustrer ici ce qu'était un test d'hypothèse. Premier échantillon, 30 porcs, auxquels je vais appliquer un complément alimentaire en vue de les faire grossir davantage. Deuxième échantillon, 30 autres porcs, très important le mot autre, auxquels je ne vais pas donner ce complément. Donc ici, vous avez 60 porcs en tout, 30 qui reçoivent un complément et 30 qui n'en reçoivent pas. On dit alors que les échantillons sont indépendants. Et oui, parce que vous aurez des échantillons parfois qui ne le sont pas indépendants. Et ça va donner le troisième cas. Mais je réserve ça à dans quelques minutes. Donc nous avions déjà calculé les deux moyennes. 4,57 kg pour ceux qui ont pris le complément alimentaire. 3,33 kg pour ceux qui ne l'ont pas pris. On avait également calculé les écarts types, corrigés. 0,71 kg pour le premier échantillon, 0,68 kg pour le deuxième. Et il faut bien installer une hypothèse, l'hypothèse nulle, eh bien je vais tout simplement, de nouveau vous ne serez pas surpris, c'est le signe d'égalité qu'on va privilégier. Je vais installer comme hypothèse nulle que mes porcs, mes 30 porcs de l'échantillon numéro 1 sont issus d'une population qui est caractérisée par une prise de poids moyen notée mu1, que mes 30 porcs qui n'ont pas pris de complément sont eux-mêmes issus d'une population caractérisée par une prise de poids moyen mu2, et je vais tout simplement installer l'hypothèse nulle que mu1 est égal à mu2. Ça signifie quoi? Ça signifie au fond que mon complément alimentaire ne fonctionne pas.
j'ai simplement eu une main heureuse ou malheureuse ici en sélectionnant mes échantillons. Et j'ai peut-être, alors, si H0 est vrai, hein, je le dis bien, on va voir si on va l'accepter ou le rejeter. Donc, si H0 est vrai, j'ai simplement eu une main heureuse ou malheureuse en sélectionnant les 30 pores qui avaient une tendance naturelle à engraisser plus vite naturellement. Mais on me dit que c'est juste du hasard. C'est tout simplement dû à l'échantillonnage. Et que réellement, si je n'avais pas eu cette main malheureuse ou heureuse, eh bien en fait, j'aurais eu exactement le même gain de poids que j'ai pris ou pas ce complément alimentaire. Voilà, donc ça c'est mon hypothèse nulle. Maintenant, on va tester cette hypothèse. Je remets ici ce que je vais mettre comme notation. Donc ma première moyenne, je la note x1 bar, ma deuxième moyenne, je la note x2 bar, mon premier écart type, je le note SC1 et mon deuxième écart type, je le note SC2. Tout ça est issu d'une population pour le premier échantillon caractérisé par une moyenne mu1, pour le deuxième échantillon caractérisé par une moyenne mu2. Et si mon hypothèse H0 est vraie, ça veut dire que c'est une seule et même population. Ici, je n'ai pas mu1, je n'ai pas mu2. Tant pis, je ne les connais pas. C'est ma population et donc je ne connais pas mes moyennes de population. C'est comme ça. Je connais par contre mes moyennes d'échantillons, x1 bar et x2 bar. Donc je peux faire la différence. 4,57 moins 3,33, ça me donne 1,24. De nouveau, comme pour les pots de confiture, je ne suis pas très éloignée d'une égalité, puisque la différence, ici, elle est égale à 1,24. C'est pas énorme, mais c'est pas zéro quand même. Alors, est-ce que c'est suffisamment proche de 0 que pour accepter H0? Ou bien est-ce que c'est suffisamment éloigné de 0 que pour dire que je dois rejeter H0? C'est ça que mon test d'hypothèse va me dire. Et donc ici, on fait les calculs, mais vous voyez que ma variable ici, elle est un petit peu désagréable parce que je n'ai pas une seule moyenne, mais une différence de 2 moyennes. Et oui. Et là, je suis un petit peu en train de vous truander parce que je vous ai parlé de la différence d'une moyenne. On a calculé la moyenne et on a calculé l'écart type. Je ne vous ai pas parlé de la distribution d'une différence de moyenne. Et là, je vous mets un petit peu les résultats comme ça. Bon, tant pis, à un moment, au bout d'un cours de 15 heures, je n'ai pas le temps de tout voir et je vous demande d'accepter ces résultats-là. Donc, vous avez ici la moyenne de ma distribution d'une différence de mes deux moyennes. Le théorème qu'on pourrait démontrer, mais qu'on ne le fait pas ici, donc j'insiste là-dessus, vous dit que c'est en fait la différence des moyennes de distribution d'une seule moyenne. Mu de x1 bar moins mu de x2 bar. Et là, on s'était convaincu, je vous renvoie à les vidéos correspondantes si ça n'est plus clair pour vous, que cette moyenne des moyennes était en fait proche, extrêmement proche même, d'une moyenne de population. Ce qui veut dire que mu de x1 bar, je peux dire que c'est mu1, et mu de x2 bar, je peux dire que c'est mu2. Finalement, ma distribution d'une différence de deux moyennes, elle a une moyenne qui est égale à la différence des deux moyennes de population. Donc, retenons déjà ça. Au niveau de l'écart type maintenant, et plus précisément ici de la variance, puisque j'élève l'écart type au carré. Bien de nouveau, il y a un petit résultat que je ne montre pas, mais qui vous montre que si la variance d'une distribution d'une différence de deux moyennes est en fait égale à la somme des deux variances. Variance donc de la distribution de la première moyenne et variance de la distribution de la deuxième moyenne. Et ça, on le sait, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner l'écart type corrigé, donc la variance corrigée du premier échantillon divisé par N1, plus la variance corrigée du deuxième échantillon divisé par N2. Donc, on va admettre ça. Alors, si on admet ça, c'est une chose, mais il faut encore pouvoir le calculer. Donc ici, je calcule la variance et puis l'écart type en prenant la racine carrée.
je reprends ici en fait le dernier résultat, hein, c'est-à-dire que c'est l'écart type corrigé du premier échantillon élevé au carré, donc ça me donne 0,71 élevé au carré, le tout divisé par la taille du premier échantillon. 30 pores, je divise par 30. Puis, je lui ajoute l'écart type corrigé du deuxième échantillon, 0,68, élevé au carré, divisé par la taille du deuxième échantillon, donc divisé par 30. Petite calculatrice, faites le calcul, prenez la racine carrée de votre résultat et vous allez tomber sur 0,18. Bon, qu'est-ce que je fais? Comme d'habitude, comme précédemment, c'est toujours la même chose. C'est la différence entre les deux moyennes au numérateur divisé par l'écart type de votre distribution. Donc, distribution de la différence des deux moyennes ici. Je prends donc là au numérateur le 1,24 que j'ai déjà calculé et je le divise par le 0,18 que je viens de calculer ici qui correspond à l'écart type de ma distribution de la différence de deux moyennes. J'obtiens un total de 6,93. Et ce 6,93, il va falloir que je le compare à quelque chose. Mais d'abord, ici, j'étais partie de l'hypothèse nulle. Donc, mu1 est égal à mu2. Rappelez-vous. Mais avec ce que je viens de vous montrer, finalement, ça se réduit à la moyenne de la distribution d'une différence de deux moyennes qui est égale à 0. Pourquoi? Parce que mu1 est égal à mu de x1 bar. Revenez à la capsule si ce n'est plus clair pour vous, je le répète encore une fois, mais la moyenne de la distribution des moyennes, c'est la moyenne de la population. Alors, même chose évidemment au niveau du deuxième échantillon. Et puis, il y a le petit théorème là qui vous dit que mu de x1 bar moins mu de x2 bar, ce n'est rien d'autre que mu de x1 bar moins x2 bar. Donc, finalement, demander l'égalité des deux moyennes de population, c'est demander que la moyenne de cette distribution de la différence de deux moyennes soit égale à 0. Soit je prends un test bilatéral et je suis en train de contredire l'égalité en demandant une différence, soit je prends un test unilatéral et je suis en train de contredire l'égalité à 0 en sélectionnant un signe. J'ai sélectionné ici le signe positif. Pourquoi? Parce que le numéro 1 est lié à la prise du complément alimentaire. Donc, j'espère vraiment que ce complément alimentaire apporte un gain de poids supplémentaire et pas une perte de poids. Donc ici, je vais demander que le 1 soit supérieur au 2, pour le dire de manière très lapidaire. Je fixe toujours mon seuil, évidemment, probabilité 1 d'avoir l'erreur de première espèce comme étant 5%. Qu'est-ce qui va se passer ici? Eh bien, il va se passer ça. Regardez ici. Donc, j'ai sélectionné une loi normale ici. Pourquoi? Parce que j'ai 30 données. J'ai demandé ces 95% de certitude. Au bilatéral, ça demande 95% de certitude au milieu. Et donc ici, vous avez deux petites parties en blanc qui correspondent à 2,5% chacune. Et puis pour l'unilatéral, vous demandez 95% de certitude uniquement à gauche, puisque vous demandez ici d'avoir une moyenne positive. Et donc, ici, les 5% sont à droite. Ça, c'est par rapport à la théorie. Maintenant, ce que je viens de calculer, à savoir le 6,93, où ça se place ici, que ce soit pour un test bilatéral ou un test unilatéral. Très manifestement, on est très au-delà du 1,96 du test bilatéral. On est très au-delà du 1,64 du test unilatéral, ce qui veut dire que nous sommes dans les deux cas dans la partie blanche. La partie blanche qui, bien sûr, consiste à rejeter l'hypothèse nulle et donc à accepter l'hypothèse H1 alternative. Donc, que ce soit pour le bilatéral ou l'unilatéral, je rejette H0, puisque 6,93 est dans la partie blanche, clairement. Ce qui veut dire que j'accepte H1. J'accepte donc que les moyennes soient différentes, si c'est un test bilatéral. Mais mieux que ça, j'accepte que la moyenne 1 soit supérieure à la moyenne 2, si c'est un test unilatéral. Ce qui signifie que je démontre ici,
toujours avec 5% d'incertitude, hein, bon, mais je démontre ici, avec les précautions d'usage, que mon complément alimentaire agit bien efficacement. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de main heureuse ou malheureuse qui aurait sélectionné des porcs qui engraisseraient davantage dans l'échantillon 1. Non, on me dit vous auriez sélectionné d'autres porcs qui auraient reçu le complément alimentaire, vous auriez encore eu cette prise de poids supplémentaire, ce qui signifie que manifestement votre complément alimentaire a l'air d'être efficace. Indépendamment de mes porcs, maintenant, de nouveau, vous avez deux cas de figure. Donc là, on vous demande de comparer deux moyennes d'échantillons indépendants, hein, je vous le rappelle. Soit c'est le test Z, vous avez des échantillons de plus de 30 données, les deux, hein, les deux doivent avoir plus de 30 données, et vous êtes avec un test bilatéral, les deux moyennes sont différentes, ou avec un test unilatéral, soit la première est supérieure à la deuxième, soit la première est inférieure à la deuxième. Vous devez en tout cas calculer toujours le même genre de choses, hein. C'est toujours la différence des moyennes divisée par l'écart type correspondant. Alors ici, c'est un écart type un petit peu plus compliqué puisque vous avez une distribution de différence de moyenne. Et donc, ça vous donne cet abominable dénominateur. Mais en tout cas, ce que vous comparez ici, ce que vous calculez ici à travers le test Z, doit être comparé à un Z théorique issu de la loi normale. Et si vous travaillez avec un seuil de 5%, pour le bilatéral, le nombre de références sera 1,96. Si vous travaillez avec un unilatéral, le nombre de références sera 1,64. Ici, attention, voilà, le test T, c'est jamais notre meilleur ami. Donc, le test T, c'est pour des échantillons de moins de 30 données. Donc, ce n'était pas le cas avec mes porcs, hein. Donc, voilà, je n'ai heureusement pas eu à vérifier tout ça. Alors, non seulement vous devez avoir moins de 30 données, mais vous devez avoir vos échantillons qui sont issus de populations suivant la loi normale. Bon. Et en plus, alors là, c'est quand même le sommet, vous devez avoir des variances ou des tailles d'échantillons similaires. Et oui. Les variances, il faudra aussi utiliser un certain test. Bon, les tailles, ça, ma foi, vous le voyez bien évidemment. Alors, il n'y a pas grand-chose qui change malgré tout. Hein, regardez ici, donc vous avez toujours les mêmes hypothèses alternatives, une différence de moyenne ou une supérieure ou inférieure à l'autre. Vous devez toujours calculer cette fois-ci un nombre t qui sera au numérateur la différence des moyennes et au dénominateur, c'est là que ça change. C'est là que ça change. Vous avez en fait la racine carrée, hein, comme d'habitude, avec 1 sur n1 plus 1 sur n2, mais au lieu d'avoir les écarts types corrigés d'échantillons au numérateur, ici, eh ben non, vous avez un écart type corrigé qui est commun aux deux échantillons et qu'on note SC. Et vous voyez ici la définition de ce SC, en tout cas SC élevé au carré, ce n'est jamais qu'une moyenne pondérée des deux variances. C'est vraiment prendre en fait la somme des variances ici avec ce degré de liberté chaque fois qui sera N1-1 pour le premier échantillon ou N2-1 pour le deuxième échantillon. Et au dénominateur, vous avez la somme de ces deux degrés de liberté, hein, parce que vous faites N1-1 plus N2-1 et vous obtenez N1 plus N2-2. Donc ça, ce sera le nombre de degrés de liberté de votre table de student. N1 plus N2-2. Donc il y a beaucoup de choses à faire ici. Si par malheur vous tombez sur ce genre de cas, donc des échantillons de moins de 30 données et qu'on vous demande de comparer deux moyennes d'échantillons, vous devez vérifier que la loi normale est bien présente, vous devez faire un test sur les variances ou bien vérifier que les tailles d'échantillons sont similaires. Amusez-vous bien. Ensuite, vous devez calculer à partir des variances des deux échantillons la variance pondérée, hein, à savoir SC au carré, et puis seulement, alors vous pouvez calculer le nombre T et le comparer à un T de la table théorique
qui correspond au nombre de degrés de liberté égal à N1 plus N2 moins 2. Donc ici, avec N1 et N2 qui sont tous les deux égaux à 30, si je voulais appliquer le test T plutôt que le test Z, j'aurais un nombre de degrés de liberté fixé à 58. Et ça me donnerait alors les nombres théoriques de 2 et de 1,67 respectivement pour les tests bilatéraux et unilatéraux. Dernier cas de figure, je vous ai dit que c'était assez dense ici, voire très lourd. Donc, premier cas de figure, moyenne d'échantillons à moyenne de population. Deuxième cas de figure, deux moyennes d'échantillons indépendants. Et troisième et dernier cas de figure, deux moyennes d'échantillons qui ne sont plus indépendants. Ils sont dits appariés. Donc, ils dépendent l'un de l'autre, à savoir que ce sont les mêmes sujets d'étude. Donc ici, j'ai pris 5 personnes, mais en tout cas, pour ce dernier cas de figure, vous avez toujours un avant et un après. Avant prise de médicaments et après prise de médicaments, par exemple. Avant prise de compléments alimentaires et après prise de compléments alimentaires. On veut voir s'il y a une amélioration, mais cette fois-ci en se focalisant sur les mêmes sujets d'étude. Si je revenais à mes porcs, ce seraient les mêmes porcs qu'on aurait engraissés de manière traditionnelle dans un premier temps, et puis avec le complément alimentaire dans un deuxième temps. Là, ce seraient les mêmes 30 porcs, ce qui n'était pas le cas de mes échantillons indépendants. Donc ici, j'ai 5 mêmes sujets, puis on a fait certaines mesures sur ces 5 sujets-là. Il y a eu un avant et un après. Alors, vous voyez que pour certains, il y a eu une différence. Et justement, c'est bien la différence qui va être notre sujet d'étude. Première chose à faire, c'est de calculer les différences respectives. Donc, pour le premier sujet, de 46, il est passé à 46, différence nulle. Pour le deuxième sujet, de 38 à 42, différence égale à 4. Le troisième sujet est passé de 42 à 44, différence de 2. L'avant-dernier sujet est passé de 43 à 47, différence de 4. Et enfin, le dernier sujet, on note une différence de 3. Et c'est cette différence qui va être votre sujet d'étude. On oublie le avant, on oublie le après. Ici, nous allons en fait dire tout simplement, l'hypothèse H0 nul, c'est qu'il n'y a aucune différence entre l'avant et l'après. Autrement dit, la moyenne des différences vaut 0. Cette moyenne des différences, on ne la connaît pas. On ne connaît que la moyenne des différences sur l'échantillon de 5 sujets. On ne connaît pas pour tous les sujets. Et justement, calculons cette moyenne des 5 sujets, de leurs différences. Donc, je fais la moyenne de 0, 4, 2, 4 et 3, ce qui me donne 2,6. Je fais l'écart type par rapport à ces 5 données, ce qui me donne 1,67. Et comme d'habitude, ici, c'est finalement plus facile que le cas précédent, je dois faire une différence de moyenne, mais en sachant que ma moyenne de référence, c'est 0. Puisque c'est mon hypothèse. Il n'y a aucune différence, ma moyenne des différences est nulle. Donc, je prends mon échantillon, 2,6. Est-ce que c'est suffisamment éloigné de 0 que pour que je rejette H0? On va voir. On doit calculer donc simplement au numérateur la moyenne des différences, 2,6. Normalement, j'aurais dû écrire moyenne des différences, moins 0. Mais bon, faire moins 0, ça n'a jamais fait avancer beaucoup de monde. Je divise par l'écart type. Et ça, c'est une distribution de moyenne, donc c'est très clair. C'est-à-dire l'écart type divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon. Donc ici, 1,67 divisé par la racine carrée de 5. Calculatrice, on obtient 3,47 qu'il faut évidemment comparer à un résultat théorique. Si vous avez moins de 30 données, vous allez chercher une table de student. Et c'est ce que je fais. Et là, si c'est un test bilatéral, que je travaille toujours avec un seuil alpha de 5%, ma valeur de référence, nombre de degrés de liberté, c'est quoi? C'est la taille de l'échantillon moins 1. Donc ici, 5 moins 1, 4. Le nombre de référence est de 2,776.
3,47 est manifestement supérieur, ce qui veut dire que je suis dans la zone, dans mes dessins précédents qui étaient blanches, ici dans la table qui est grisée, je suis dans la zone de rejet de H0. Et ce qui veut dire ici, puisque je rejette H0, que j'accepte H1, l'hypothèse alternative, et si je travaille avec un test bilatéral, mon hypothèse alternative est que mu D diffère de 0. Ce qui veut dire que la moyenne des différences est bien différente de 0. Il y a donc bien une différence entre l'avant et l'après. Maintenant, si vous voulez savoir dans quel sens, vous faites un test unilatéral. Est-ce qu'il y avait plus avant qu'après ou est-ce que c'est le contraire? On voit forcément, rien qu'à travers l'échantillon, qu'on doit tester que la moyenne de l'après est supérieure à la moyenne de l'avant. Hein? Ça me paraît clair. Et au niveau, ça c'était tout pour mon exemple, alors au niveau maintenant de la théorie générale, soit vous avez de la chance et vous avez des échantillons de plus de 30 données, vous faites un test Z avec des hypothèses alternatives qui sont moyenne des différences différentes de 0 ou bien positives et négatives dans le cas des deux tests unilatéraux. Ce que vous devez calculer, qui est défini comme Z, c'est tout simplement la moyenne des différences de votre échantillon divisé par l'écart type de votre échantillon, le tout divisé par la racine carrée de la taille d'échantillon, et vous devez comparer ça à une valeur théorique. Si vous travaillez avec un seuil de 5%, les valeurs théoriques seront respectivement de 1,96 et de 1,64. Si vous avez moins de 30 données et que votre échantillon est issu d'une distribution, et attention quand je dis échantillon, c'est par rapport aux différences, hein, c'est toujours par rapport aux différences ici. Donc si les différences sont issues d'une population qui suit la loi normale, ce que je n'ai pas vérifié ici avec mes 5 données, mais j'aurais dû le faire, alors dans ce cas-là, vous pouvez employer le test T. Les hypothèses alternatives sont absolument identiques. La définition de T coïncide avec la définition de Z. Simplement, ce sont les seconds membres ici qui changent. Ce n'est plus dans la loi normale que vous devez aller chercher une comparaison, mais dans la table de student. Et pour 5 données dans l'échantillon, vous devez tout simplement prendre alors 4 degrés de liberté dans cette table et fixer le T du bilatéral à 2, tandis que les T des deux unilatéraux seront fixés à 2,13. Et si vous n'avez pas de chance et qu'il n'y a pas de loi normale qui sous-tend votre échantillon de moins de 30 données, c'est le test de Wilcoxon qu'il faut utiliser. Voilà, vous voyez, c'est assez dense ici puisque vous avez 6 sous-cas pour chacun des 3 cas. Maintenant, par rapport à un exemple ou un exercice qui vous serait soumis, vous devez toujours vous demander déjà dans quel contexte suis-je? Est-ce qu'on me demande de comparer une moyenne d'échantillons à une moyenne de référence population? Est-ce qu'on me demande de comparer deux moyennes d'échantillons? Et dans ce cas-là, est-ce que ces échantillons sont indépendants ou non? Et puis, une fois que vous avez fixé ça, il vous reste plus que 6 sous-cas à envisager. Est-ce que j'ai plus de 30 données ou moins de 30 données? Là, vous n'avez plus que 3 sous-cas. Et les 3 sous-cas, c'est chaque fois de dire est-ce que je veux un test bilatéral ou est-ce qu'on me l'impose? Ou bien est-ce que je vais vers un test unilatéral qui finalement me donnera peut-être plus de précision pour au cas où l'hypothèse H1 serait acceptée. Voilà, donc c'est vraiment comme ça un petit peu un arbre à tailler au fur et à mesure avec ses nombreuses branches. Et hors des 18 branches, finalement, vous en aurez une par exercice. Et vous n'aurez plus alors qu'à calculer les nombres Z ou T que je vous ai donnés ici et à les comparer soit à des valeurs théoriques de la loi normale, soit à des valeurs théoriques de la loi de Student et avec le nombre de degrés de liberté correspondant. J'espère malgré tout que ça aura été clair. Là, normalement, ça y est, c'est fini les difficultés.
Mais ce qui nous reste à voir pour terminer ce cours, c'est le cas de deux variables statistiques à étudier. Et on va essayer de voir si l'une a un rapport avec l'autre. Je vous remercie beaucoup pour votre patience et votre attention et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine capsule.